Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur les provinces dans Europa Universalis 4. Donc comme je vous en avais parlé lors de la présentation de l'interface générale, lorsque vous sélectionnez une province avec le bouton gauche, vous avez l'interface de province qui s'ouvre en bas à gauche. Cette interface de province va vous donner un nombre d'informations extrêmement importantes et extrêmement lourde. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, tout d'abord, vous avez tout en haut de l'interface deux boutons. Le premier pour faire de la province votre capitale. Donc, votre capitale aura des avantages assez intéressants. Le premier, c'est que l'autonomie de votre capitale est toujours à 0. On va voir quasiment tout de suite après qu'est-ce que c'est l'autonomie. On peut aussi la définir comme capitale économique. Pour savoir quel est l'effet de la capitale économique, il faudra voir le tutoriel sur le commerce. Mais d'une certaine manière, ça sera très lié au commerce et à votre puissance commerciale du lieu si vous voulez faire quelque chose. Ensuite, vous avez le nom de la province que vous pouvez bien évidemment toujours changer parce que c'est ça qui est bien. Vous avez le nom de la ville qui se trouve dans la province, que vous pouvez aussi changer si ça vous fait plaisir. Et finalement, vous avez le nom de la région dans laquelle ça se trouve, donc là c'est dans la région de la Loire, et le pays qui est la grosse région dans laquelle ça se trouve. Donc ceux-là, ces éléments-là se trouvent ici, donc la contrée qui est ce que j'appelle moi la région, donc Loire, et la région qui est donc en l'occurrence la France, qui est ce gros bloc. Voilà, si je déclique, ça me montre ça. On a la France, la péninsule ibérique, les îles britanniques en région. Donc c'est plutôt un pays sans être un pays. Ensuite, nous avons le type de terrain dans la province. Donc en fonction du dessin, c'est un type différent. Chaque type a ses bonus et ses malus. Par exemple, la prairie, on a plus de ravitaillement et un bâtiment supplémentaire. Dans les collines, on a du ravitaillement supplémentaire, un malus pour les attaquants, un front militaire diminué. On verra ça dans le tutoriel militaire. Un coût de développement provincial augmenté, mais par contre des défenses augmentées. Il y a genre plus d'une dizaine de types de terrain, donc à chaque fois vous pouvez voir le bonus en allant dessus. Et vous pouvez rapidement voir quel est le type de terrain simplement en cliquant sur la province. Certaines provinces ont des cours d'eau qui parcourent la province. Donc en fait, quand vous allez ici sur cette icône là, vous pouvez voir entre cette province et ces provinces voisines où est-ce qu'il y a un fleuve à traverser pour s'y rendre. Donc la traversée d'un fleuve sera surtout importante quand vous ferez des déplacements militaires pour les batailles, car le fleuve donne un malus pour l'attaquant. Donc si vous attaquez à travers un fleuve, ça peut vous porter grave préjudice. Ensuite, vous avez un petit historique de la province qui va vous dire à qui appartenait la province à quel moment. Donc là, par exemple, on peut voir que on a la province et on l'a renommée dernièrement gentiment. Ensuite, on a trois valeurs qui sont assez importantes pour les provinces et pour l'intérêt, qui sont les valeurs de développement. Donc plus ces valeurs sont élevées, plus la province est développée. Vous avez le développement administratif, qui va globalement définir combien cette province rapporte d'impôts. Donc plus c'est élevé, plus elle générera d'impôts. Vous avez le développement, alors ils appellent ça le développement de production. Donc ça va définir combien est-ce qu'elle produit de la ressource présente dans la province. Donc en fonction du prix
de la ressource, vous gagnerez plus ou moins d'argent. Et bien évidemment, une partie de cette production ira sur le réseau commercial. Donc, si vos provinces sont très développées en production, vous générez plus d'argent commerciaux pour vos marchands derrière. Finalement, vous avez aussi le développement militaire qui va définir combien d'hommes et de marins sont disponibles grâce à cette province chaque point. Donc pour améliorer la valeur fiscale, il faut utiliser des points administratifs. Pour la production, c'est des points diplomatiques. Et pour le militaire, c'est des points militaires. Qui sont encore une fois ici indiqués. Ensuite, on a une petite information du niveau de développement de la province. Donc, en fonction du niveau de développement de la province, il y a différents bonus et malus qui sont associés. Donc, plus une province est développée, plus ça coûte cher à l'améliorer. Elle donne aussi plus de puissance commerciale. Elle rend la conversion religieuse plus difficile. Donc, plus une région est développée, plus c'est difficile de la convertir. Elle donne un bonus au nombre maximum d'unités que vous pouvez sortir pour vos armées. Donc là, on peut sortir 1,9 régiments grâce à cette province. Elle augmente le ravitaillement de la province et elle peut augmenter le nombre de bâtiments qu'on peut construire dans la province. Et finalement, on a un petit résumé de combien nous coûterait l'augmentation d'un point de développement. Donc la base, c'est de 50 et en fonction du niveau de développement, ça augmente. Dans notre cas de cette province, ça donne plus 30% pour un coût de 65 points. Donc peu importe lequel des trois on augmente, ça nous coûtera 65 points. Point important à savoir, on ne peut pas développer un aspect, je ne peux pas développer l'aspect par exemple fiscal administratif plus haut que la somme des deux autres. Donc là je ne pourrais jamais dépasser 12 en administratif ou fiscal si je mets les points dedans. Donc là par exemple je me suis donné plein de points administratifs, je peux monter. Si là, pardon c'était à 13. Je peux passer tout de suite la limite de 7 plus 5, 12. Donc à 12, je peux encore développer. Mais là, le 13e point, je ne peux pas parce qu'il faut que je développe la partie production ou militaire pour pouvoir le débloquer. Donc ça permet, ça vous force un peu à développer vos provinces dans les trois aspects pour pouvoir bien les améliorer. Donc, voilà, donc ça c'est bloqué. Lui il est bloqué parce que j'ai juste pas assez de points, en clair. Ensuite, nous avons ici un résumé économique de la valeur de cette province. Donc le premier indicateur, c'est l'indicateur de pillage. Donc en fait, quand des armées seront dans cette province, si c'est des armées adverses plutôt, elles pourront commencer à piller la valeur de cette province au fur et à mesure. Et donc elles pourront piller jusqu'à 25 pièces d'or. Et bien évidemment, si la province est pillée, elle rapportera moins. Donc, il faudra faire attention à cela. Donc bien évidemment, l'argent pillé entrera directement dans les caisses de l'empire adverse, qui est en train de faire le pillage. Donc nous, on ne peut pas tirer profit de cette valeur de pillage dans nos propres provinces. Ensuite, on a un indicateur d'impôt qui va vous dire combien vous gagnez avec cette province. Donc, ce qui est indiqué, donc base 1.08, ça veut dire que vous allez gagner 1 or,08 par mois, qui représente 13 par an de base. Donc ça c'est la base, qui correspond normalement exactement à la valeur fiscale de la province. Donc là la valeur fiscale de la province est 13, donc on gagne 13 par an, ce qui se traduit par 1,08 par mois. Ensuite, on a l'efficacité fiscale qui va dépendre de plusieurs choses. Donc, province civilisée, c'est tout simplement quasiment n'importe quelle province a ce plus 25.
Province légitime, c'est une fois que vous avez légitimé la province. On verra ça avec le système de guerre, à quoi ça correspond. On a l'éclair, donc c'est les états généraux d'éclair, donc l'état généraux religieux de notre nation, qui est heureuse, qui nous donne plus 15% de bonus. On a une stabilité positive qui nous donne 15%. Et enfin, il nous dit on a moins 4% à cause de l'autonomie locale. Donc tout ça, il le mélange, il fait le calcul et il nous dit qu'on va gagner 1,35 ducats par mois grâce à cette province. Donc on peut voir que des 1,08 de base, on gagne un petit bonus et qui nous amène à 1,35. On a la même chose pour la production, sauf que là c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de la valeur commerciale qui est on verra dans le bas de la province. On a aussi donc des bonus divers et variés qui vont augmenter cette valeur et toujours cette autonomie qui va diminuer la valeur qu'on gagne. Et finalement, on a un résumé du total que nous rapporte cette province. Donc cette province nous rapporte 1,67 par mois. Simple et efficace. Donc chaque province aura son propre revenu. Elle, c'est 0,74. Pareil, c'est 1,78 et ainsi de suite. Ensuite, on a un indicateur d'agitation qui va en fait déterminer le risque de rébellion de votre province. Donc en fonction de la province, de la culture, de la religion, si vous l'avez conquise récemment, si vous avez eu un événement, si vous avez quelqu'un qui paye vos rebelles pour se soulever contre vous, vous aurez peut-être de l'agitation. Donc tant que l'agitation est en dessous de 0, c'est tranquille, la province est tranquille, il ne se passe rien. Si l'agitation passe au-dessus de 0, il y a des risques de rébellion. On verra comment ça se gère, à quoi ça correspond et comment lutter contre. Donc là, vous pouvez voir un résumé de qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi est-ce qu'ils sont pas contents, pourquoi est-ce qu'ils sont contents, et ainsi de suite. Ensuite, on a l'autonomie. Donc l'autonomie, ça fait un petit moment que j'en parle dans les tutoriaux. L'autonomie, qu'est-ce que ça fait? L'autonomie va déterminer à quel point vous contrôlez une province. Sa valeur va de 0%, qui correspond à vous contrôler l'intégralité de la province, jusqu'à 100%. Quand le taux est à 0%, l'intégralité des gains de la province vous reviennent. Donc vous êtes super content, vous gagnez tout l'argent, vous gagnez tous les soldats, vous gagnez tous les points commerciaux et ainsi de suite. Si vous êtes à 100%, vous ne touchez rien du tout de cela. Donc 100% d'autonomie, vous ne touchez pas d'impôts, vous ne touchez pas de soldats, vous ne touchez rien. C'est comme si vous ne possédez pas la province, ça ne vous aidera pas des masses. Cette autonomie va diminuer de 0,10% par mois quand vous êtes en paix. Quand vous êtes en guerre, elle ne diminue pas, ce qui fait qu'il faut rester en paix un certain nombre d'années pour que les provinces deviennent intéressantes si elles ont trop d'autonomie. Bien évidemment, il y a d'autres bonus qui font diminuer l'autonomie mensuellement, qui vont vous permettre de accélérer le processus et rendre les provinces viables plus rapidement si elles ont une grosse autonomie. Ensuite, vous avez deux boutons liés à l'autonomie. Donc là, comme je suis dans une capitale, je ne peux pas vous les montrer. Mais si par exemple je vais dans cette province, j'ai deux boutons. Donc le premier bouton qui est accordé de l'autonomie, donc ça va augmenter l'autonomie de 25%. Donc bien évidemment ça va réduire l'argent que je gagne, ça va réduire le nombre de soldats que je gagne. Mais en contrepartie, ça va diminuer l'agitation locale de 10 points. Donc s'il y avait de l'agitation dans la province, je pourrais dire je vous augmente l'autonomie pour les calmer un peu. Ça peut, avec un peu de chance, ça passera en dessous de 0. Sinon, ils seront quand même 10 points de moins, ça fait quand même beaucoup. Et il y a l'option inverse qui est de leur reprendre de l'autonomie. Donc ça va diminuer d'un gros coup l'autonomie d'une province. Sauf que le point négatif,
c'est que ça va augmenter de 10 points l'agitation de la province. Et ce pendant 10 ans, si je me souviens bien. Donc c'est exactement l'effet inverse, pendant 30 ans, excusez-moi. Pendant 30 ans, ça va augmenter ou diminuer l'agitation de la province. Donc en fonction de la stabilité de votre pays et ainsi de suite, vous pouvez jouer avec ça pour soit calmer une province parce que vous n'avez pas envie qu'elle se rebelle, ou pour la rendre moins autonome et donc tirer plus rapidement bénéfice de cette province. Donc voici pour l'autonomie. Donc ça va être un truc sur lequel il va falloir pas mal jouer, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer si une province est rentable ou pas quand vous la possédez. Ensuite, vous avez les revendications. Donc les revendications disent un peu quel pays considère cette province comme étant la sienne de droit. Donc par exemple, cette province est considérée légitime par Berry. Donc c'est un pays qui n'existe pas, c'est pour ça que le blason est grisé. Et par la France, qui est donc moi, donc normal. Si je prends par exemple Guyenne, donc là, c'est une province qui est possédée actuellement par l'Angleterre et qui est reconnue légitime par l'Angleterre. Donc l'Angleterre pense que cette province doit lui appartenir. Mais il y a aussi nous, la France, qui considérons que cette province est censée nous appartenir. Donc ça va nous donner les droits de conquérir cette province pour récupérer la province qui nous appartient de droit. Il est possible de générer des revendications par la diplomatie, donc ça, elle va pas être légitime, mais elle va être revendiquée. Donc ça va être un bouclier entouré de verre. Alors je pense pas que j'arriverai à en trouver le moindre. Est-ce que je peux en créer un? Non. Ça sera un bouclier entouré de verre, qui aura le pourtour au lieu d'être là, on va dire doré. Il sera entouré de verre, disant ce pays a une revendication sur cette province. Donc il aura le droit de déclarer la guerre pour la province, mais cette province ne sera pas légitime. On verra qu'est-ce que ça change. C'est pas la même chose que légitime. Finalement, il y a les provinces qui font partie du pays, qui sont, on va dire, légitimées, mais qui n'appartiennent pas au cœur du pays. Donc celles-là auront une couleur, avec un pourtour, une couleur plutôt cuivrée, pour dire que cette province est légitime, mais elle ne fait pas partie du cœur du pays, à cause du système d'État. Donc le système d'État, c'est cette petite partie-là, où en fait vous allez définir une région, donc c'est les petites régions, donc là ça serait Guyenne, là-haut ça aurait été la Loire, comme étant un État, et donc toutes les provinces à l'intérieur de cet État font partie du cœur de votre pays. La différence, c'est que les provinces qui font partie du cœur de votre pays ont une autonomie minimum de base de 0. Donc c'est super génial pour en exploiter les ressources. Par contre, il faut les légitimer jusqu'au stade où on a le bouclier de cette manière-là. Quand vous avez une province qui ne fait pas partie d'une de vos régions, vous avez une autonomie minimale de 75%. Donc de base, vous perdez 25% des ressources d'une province qui ne fait pas partie d'un État, ou ce que moi j'appelle le cœur de votre empire. Bien évidemment, ça peut vous poser des soucis du point de vue on va dire financier si vous prenez des provinces qui rapportent rien et que vous intégrez pas. Vous avez un bouton pour légitimer les provinces ici qui est actif si vous pouvez donner l'ordre de légitimer. Légitimer une province coûte des points administratifs. Donc ceci. Vous avez aussi un bouton ici pour légitimer toutes les provinces possibles de la Loire sur lesquelles vous n'avez pas encore de légitimité. On verra le fonctionnement de légitimité une fois qu'on parlera du tutoriel sur les guerres et leur résolution, où je vous montrerai un peu plus ça en détail. Ensuite, on a une information de la culture.
Donc là, on est en culture française. Et on a un bouton pour changer la culture de la province. Si je vais par exemple dans une province qui n'est pas française, vu que française c'est notre culture de base, on ne peut pas la changer. Mais ici, donc j'ai culture occitane et je peux changer la culture soit vers la culture française, soit vers la culture gasconne. Et changer la culture va prendre du temps et nous coûter des points diplomatiques. Sachant que les cultures se classent en 4 catégories. Il y a la culture principale, il y a les cultures acceptées, il y a les cultures, on va dire, du groupe culturel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et il y a les autres cultures. La culture principale et les cultures acceptées ne font rien de particulier en soi. Voilà. Ouais, globalement, on peut dire ça comme ça, ils font rien de particulier. Les cultures du groupe culturel vont donner un malus. Alors je vais essayer de voir si par hasard il y en aurait chez quelqu'un. En début de partie, ça serait... voilà. Donc là, par exemple, c'est chez les Anglais. Ici, à Cornouailles, on a une culture qui appartient à la sphère culturelle britannique. Donc, elle est affichée en jaune, donc elle n'est pas acceptée, mais elle n'est pas complètement refusée. À cause de ça, ça donne des malus dans la province. Donc, par exemple, là, ça nous dit, pour cette province-là, ils ont moins 15% d'impôts, moins 15% de réserve militaire et moins 10% d'effectifs marins. Voilà, donc ça c'est pour l'Angleterre, évidemment. En dessous, il y a le malus si nous on prenait la province. Et finalement, il y a les cultures qui ne font pas partie du groupe. Et donc celles-là offrent des malus encore plus importants. Donc agitation locale plus 2%, modificateur d'impôt moins 33%, puissance locale émissionnaire moins 2%, modificateur des réserves locales moins 33% et modificateur d'effectifs marins moins 20%. Donc si vous avez des cultures qui ne sont pas acceptées par votre pays et qui ne sont pas dans votre groupe culturel, vous avez des gros malus sur les provinces. Donc il faut généralement plutôt privilégier des provinces de votre culture pour en tirer plus rapidement profit. Donc voilà pour la culture. Ensuite on a la religion. Donc ça fonctionne un peu sur le même principe. Donc on a notre religion principale. Il existe des religions hérétiques, donc ça fait partie du même groupe religieux, mais c'est, on va dire, une branche différente. Donc par exemple, catholique, protestant, réformé. Je crois que les orthodoxes font aussi partie du groupe chrétien. Si votre pays n'est pas de la religion de la province, celle-ci s'affiche en rouge et elle va créer de l'agitation. Enfin, elle peut créer de l'agitation en fonction d'à quel point vous acceptez la religion, les autres religions. Donc ça sera dans l'onglet religion. Ici on a la tolérance vers notre religion catholique, donc elle est de 5. Ça va donner moins 5 à l'agitation de la province. Si c'est une religion hérétique, donc orthodoxe ou copte, ça va donner moins 2 dans notre cas. Et si c'est une autre religion qui ne fait pas partie de notre famille religieuse, elle va aussi nous donner moins 2. Voilà. Donc ça va... si une province fait partie de vos religions, c'est tout bien. Si elle ne fait pas partie de vos religions, ça va donner des chances de rébellion à votre province. Vous avez ici un bouton qui vous rappelle quel est l'effet de la religion. Et si ça ne fait pas partie de votre religion, ce bouton se transformera ou sera un bouton de conversion religieuse. Vous pourrez voir à quelle vitesse un missionnaire envoyé sur place convertirait la province.
et quelles sont les raisons, quels sont les bonus, quels sont les malus à cette vitesse de conversion. Ensuite, on a l'onglet de production militaire ici. Donc je vais prendre une province navale, comme ça on voit tout. Donc on voit le nombre d'unités militaires en construction, le nombre de bateaux en construction, dans la file de construction plutôt. On a le bouton pour recruter des régiments, donc l'infanterie et la cavalerie, avec le coût et le nombre de jours. On a la même chose pour les bateaux, avec le nombre de jours, le coût et le nombre de marins à utiliser. Sachant qu'un régiment, c'est pas écrit, mais ça utilise toujours 1000 hommes. D'accord. Donc 1000 points de réserve ici. Et finalement, on a la même chose pour engager des mercenaires. Alors, il est écrit 26 fois, c'est qu'il reste 26 infanteries recrutables. C'est pas on va en recruter 26 à la fois, il en reste 26 recrutables. Sachant que c'est additionné entre les deux. Donc si je prends une cavalerie, ça va retirer un possible d'infanterie et un de chevauchée. Voilà. Et finalement ici vous pouvez annuler et vous voyez la liste en bas. Donc si j'ajoute une cavalerie, un bateau et une infanterie, ça se fait dans la liste. Tout simplement. Ensuite, on a des petits éléments qui nous permettent de diriger un peu cette province. Donc le premier, ça a trait au Saint-Empire romain. Donc c'est pour demander à ce que la province fasse partie du Saint-Empire romain. Donc en l'occurrence, il faut qu'on ait une province qui soit à côté du Saint-Empire romain. Et finalement, il nous dit que notre pays est trop gros pour demander à rentrer dans le Saint-Empire romain. Si vous étiez de taille correcte ou si vous faisiez déjà partie du Saint-Empire romain, vous pourriez demander à ce que cette province fasse partie du Saint-Empire romain. Donc ça offre une petite protection à la province si cette province vous est légitime. Voilà l'intérêt. On a un bouton pour rétrocéder la province. Donc en fait, ça dit je ne veux plus cette province, je la donne à la personne qui a des revendications. En l'occurrence, ça serait la Provence, vu qu'elle a des revendications sur la province. Si je clique sur ce bouton, ça rend la province à la Provence. Donc l'utilité de ce bouton, c'est si vous êtes un petit pays et que pour une raison X ou Y, vous avez pris une province, un gros pays duquel vous avez peur, si vous lui rendez sa province, d'une part elle sera contente, et d'autre part elle perdra cette raison pour vous déclarer la guerre. Donc ça peut être utile, mais ça vous fait perdre 10 points de prestige et ça vous fait perdre la province. Donc c'est vraiment choisir avec soin. Ensuite, on a un bouton pour former un état client. Donc en fait, c'est une sorte de vassal qui vous pourrez utiliser ce bouton pour créer un vassal à partir de cette province. Par contre, il vous faut la technologie diplomatique 23 pour pouvoir le faire. Il y a d'autres manières de créer des états vassaux, hein, faut pas s'inquiéter. De mémoire, celui-là vous permet juste de choisir vraiment les frontières de cet état vassal. Ensuite, on a une liste des modificateurs temporaires ou permanents de la province. Donc par exemple, cette province a un modificateur du commerce des républiques marchandes et compagnies commerciales. Donc parce qu'il y a des compagnies commerciales dans le coin, on a un modificateur. Si je prends Paris, non, bien évidemment, ils me font mentir sur ce que j'espérais, voilà. Donc Provence par exemple a un autre modificateur qui est qu'elle est à l'estuaire du Rhône, et donc que cette province donne un bonus de puissance commerciale. S'il y a des événements et d'autres choses comme ça, d'autres modificateurs vont se rajouter au fur et à mesure et disparaître au fur et à mesure du temps s'ils disparaissent. Donc ça sera des bonus et malus qui s'appliqueront à la province. Ensuite, on a un onglet des informations militaires de cette province. Donc une information de combien d'hommes sont générés grâce à cette province. Donc 1775, donc 1775 correspond à les 7 points militaires fois 250. Donc c'est le nombre d'hommes que cette province donnerait de base, avec un rendement de 100% par an à nos réserves militaires.
Donc il suffit de diviser ça par 12 et ça représente ce que ça nous donne par mois. Même si je commence à avoir un doute. Non, ça ne doit pas être par mois, ça doit être par 10 ans. Donc 1750 par 10 ans. Donc avec les petits calculs, ça doit faire 10 hommes par mois, un truc comme ça, je pense. Ensuite, je vais juste vérifier, hein, parce que oui, ça doit être ça. Ça doit être 3250 par 10 ans. Ensuite, bien évidemment, il y a des différents bonus et malus. Province légitime, province terrestre, ça donne des gros bonus. Parce qu'on est un royaume, on a 10% bonus. Et finalement, grâce à nos traditions, on a un bonus de 20%. Qui nous donne un total de 3250 sur 10 ans. Pour une base de 2500. Donc en fonction des bonus, ça définit le nombre de réserves que vous pouvez avoir. Donc ici, c'est ce qui remplit la barre grâce aux provinces. Donc on a, au total, on a 24 500 de ces 3250, sur des provinces ça change bien évidemment, qui définissent notre réserve militaire maximale. Et bien évidemment, cette réserve maximale de mémoire, elle se régénère en 10 ans, à peu près. C'est pour ça qu'on gagne 400 hommes par mois. Donc ça fait du 4800 par an. Fait par 10, ça fait quasiment à peu près, plus ou moins, 44 000. Ensuite, on a les informations de ravitaillement. Donc la base, chaque province peut ravitailler 6. Le terrain va donner un bonus ou un malus en fonction du type de terrain. Et finalement, des bonus vont s'appliquer. Donc à quoi ça correspond ce ravitaillement max? C'est le nombre de régiments complets. Donc c'est le nombre fois 1000 d'hommes qui peuvent être sur la province sans subir d'attrition. Donc là, on pourrait mettre 30 000 hommes sur cette province sans subir d'attrition. Donc là, on en a 16 000 actuellement, donc il n'y a pas de souci. Si on était à 31 000 hommes, on perdrait des hommes au fur et à mesure. Chaque mois, on perdrait, je sais pas, 1%, 2%, 3%, 5%, qui donc diminuerait la force de notre armée et poserait des soucis parce qu'on va utiliser nos hommes pour rien. Cette valeur augmente avec la technologie et le développement de la province. Donc cette province, elle est développée à 32 points de développement, ici, et elle donne donc 2% par point de développement, donc plus 64% de ravitaillement maximum. Finalement, les provinces maritimes ont aussi un gain de marins, qui doit avoir une correspondance avec le nombre de points militaires. Donc, on va le voir, hein, 500, je vais monter d'un point, 525. Voilà, donc un point militaire donne 25 points pour les marins. Finalement, il y a de nouveau des bonus, des malus à gauche à droite, et toujours et encore l'autonomie qui diminue le nombre qu'on reçoit effectivement par la province. Donc là, on a 7% d'autonomie, donc on reçoit 7% moins de marins et 7% moins de soldats. Ensuite, on a un indicateur de combien coûterait cette province en cas de guerre pour exiger la paix. Donc globalement, quand vous faites une guerre, vous pouvez demander à obtenir du territoire et d'autres compensations aux adversaires jusqu'à un maximum de 100%. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que cette province coûterait 19% de la guerre pour pouvoir la récupérer. Donc il y a plusieurs éléments qui modifient cette valeur. Donc de base, une province coûte 5, elle est bien développée, ça fait 21 de plus, elle a une puissance commerciale importante, et plus. Par contre, il y a de l'autonomie, et la France est grande, donc ça diminue le coût, et ainsi de suite. Donc à chaque province, il y aura un taux différent qui va définir combien coûtera cette province pour la récupérer. Donc vous pouvez par exemple planifier, vous dire
Tiens, si je voulais prendre cette province, il me faudrait 13 points, celle-là 31, donc il me faudra 44 points, donc la guerre sera difficile, pas difficile, il faudra que je conquière tout son territoire, ou juste quelques batailles. Ça va définir à quel point il faudra faire la guerre, si vous voulez juste ça comme objectif. Ensuite, il y a les informations éventuelles sur le fort. Donc ici par exemple en Ile-de-France on a un fort de niveau 2. Donc c'est la première construction de fortification. Ici on peut voir qu'on n'en a pas. Le fort, on a une défense de fort de 0%. Alors c'est pas le fort ne sert à rien, il a 0%. C'est un bonus sur le temps nécessaire pour les assiégeants pour prendre le fort. Donc là, il n'y a ni bonus ni malus. Si on était à plus 20%, chaque tour de résolution d'un siège durerait 20% de plus. De base, c'est 30 jours, donc 30 jours plus 20%, ça durerait 36 jours pour un tour du siège. Donc ça permet de tenir plus longtemps si vous avez effectivement des bonus de défense. Encore une fois, il y a des idées, des événements qui peuvent augmenter cette défense pour votre plus grand plaisir. Ensuite, il y a un nombre de garnisons actuellement qui gèrent le fort. Donc ce nombre, ça va juste définir s'il y a une faille dans votre forteresse, s'ils attaquent, combien d'hommes seront en défense, simplement. Si vous voulez n'avoir aucun homme dans un fort pour des raisons financières, vous pouvez décocher cette case et du coup ce fort sera laissé à l'abandon, on va dire ça comme ça. Donc il vous coûtera 2 fois moins d'entretien. Par contre, il servira à rien si quelqu'un vient assiéger la province. En fait, ça considérera qu'il n'y a pas de fort dans cette province si vous avez décoché la case. Si vous déclarez la guerre à quelqu'un, ici, vous pourrez demander à un de vos alliés de prendre cette province en objectif. Donc, imaginons que je sois allié à la Bretagne, je déclare la guerre à l'Angleterre, je dis à la Bretagne, ton objectif c'est la Normandie, donc ici je pourrais sélectionner Normandie pour lui dire que ça sera son objectif, tout simplement. Et donc l'intelligence artificielle normalement devrait focaliser cette province et non pas tourner autour du pot, aller à gauche à droite. Ensuite, s'il y a un siège, on a un bouton pour aller à la vue du siège qui est un écran séparé qu'on verra durant le tutoriel sur les combats et les guerres. Ensuite, on a un petit indicateur commercial. Donc tout d'abord, on a la puissance commerciale de la province. Donc comme vous avez pu le voir, le niveau de développement donne de la puissance commerciale. Donc chaque point de développement donne 0,20 de puissance commerciale. Et ensuite on a des bonus qui viennent à gauche à droite, en l'occurrence ici le mercantilisme qui nous donne plus 20%. Cette puissance commerciale va définir combien de points on fournit au centre commercial auquel la province est liée. On verra ça en détail dans le tutoriel sur le commerce. Ensuite, on a la valeur commerciale qui est la quantité de biens produits par cette province par an. Donc ici on peut voir qu'on produit pour 3 de biens commerciaux grâce à une production locale de 2,26. Non, pardon. On a une production de 2,26 et le bien qu'on produit vaut 3. C'est ça le vrai truc. Donc en fait il fait 2,26 x 3 qui fait donc 6,79. Voilà. Plus sûrement des modificateurs parce que c'est pas la bonne c'est pas exactement la bonne valeur. Il doit y avoir des virgules qui traînent à gauche et à droite qui sont pas bonnes. Et finalement la production. Il y a une production de base de 2,2 qui provient
de ceci. Donc on a une production de 0,2 par point de production. Et un petit bonus grâce aux compagnies commerciales, qui nous fait 2,26. Et finalement ici on a le bien qu'on produit, donc on produit des étoffes qui vaut 3. 3 x 2,6 vaut à peu près 6,79 à des éléments de virgule près qui ne sont pas visibles. Ensuite ici on a l'information du centre commercial, centre de commerce plutôt, sur lequel cette province est associée. Donc elle est associée au centre de commerce de Champagne. Notre puissance à nous, c'est la zone verte de mémoire. Non, pardon, excusez-moi. La zone rouge, c'est la puissance commerciale des gens qui font sortir des biens du centre du neutre commercial, et le vert, c'est ceux qui conservent l'argent et qui extraient l'argent en local. L'écusson ici dit qui c'est qui est le plus important dans le centre de commerce. Donc ici, c'est nous, la France. À Séville, c'est la Castille. À Gênes, c'est a priori Aragon. Là, c'est encore Gênes. Encore Gênes. À Venise, c'est Venise. Ensuite, si vous êtes une république marchande, vous pouvez fonder des comptoirs qui amélioreront vos capacités commerciales et d'autres choses à côté. Si vous cliquez sur le bouton, ça vous affiche le nœud de commerce qu'on étudiera en détail lors du tutoriel sur le commerce. Ensuite, nous avons les onglets de bâtiments. Donc, quand vous avez une province, vous avez jusqu'à 12 cases de bâtiments possibles. Les cases se débloquent en fonction du niveau de développement de la province. Donc là, la province a 25 points de développement, elle a le droit à 5 cases. La prochaine se débloque à 30 cases de développement. Si je clique dessus, j'ai accès à la liste des bâtiments avec leur prix à chaque fois, et si je reste dessus, j'ai le bonus qui s'applique sur chacun, qui s'applique une fois que le bâtiment est construit. Donc chaque bâtiment a aussi un temps de construction qui est indiqué si vous restez. Donc celui-là, le fort, il dure 30 mois à construire et il a une maintenance de 1 pièce d'or. D'une manière générale, les bâtiments n'ont pas de coût de maintenance si ce n'est les forts. C'est assez simple. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez les ordres ou états généraux. Donc, par exemple, si je vais sur les bourgeois du Poitou, on a les états généraux. Donc globalement, sans rentrer dans les détails, il y aura, en fonction de la nation que vous avez et si vous avez le DLC Cosaque d'activer, vous avez des états généraux qui voudront posséder des provinces et les diriger. Donc les états généraux, en règle générale, si vous donnez une province à un état général, que ce soit bourgeois, noble ou clergé, l'autonomie de la province passera au minimum à 25%, et donc vous générera moins d'argent, moins de soldats ou moins de commerce. On verra en détail le fonctionnement des états généraux et leur utilité et leur fonctionnement, parce que il y a quelques petits éléments très intéressants sur leur utilisation et justement sur cette autonomie, parce que en fonction du type d'état général, l'autonomie peut être ignorée. Donc, par exemple, les bourgeois, ils ignorent l'autonomie quand ça concerne la production commerciale. Donc c'est comme si l'autonomie était à 0 pour les bourgeois. Si je vais le clergé, c'est les impôts. Donc là, les impôts, il ne me dira même pas que j'ai de l'autonomie. Voilà. Donc voilà à quoi peuvent servir les états généraux. En plus de, ils vont vous exiger d'avoir du territoire. Vous avez en information à quel point ils sont loyaux.
à quel point ils sont influents et le pourcentage de territoire qu'ils possèdent. Donc, leur loyauté, plus ils sont loyaux, plus ils vous offrent des bonus intéressants. On verra ça dans le truc des états généraux. L'influence, s'ils sont trop influents, ils peuvent vouloir se rebeller et prendre le pouvoir dans votre pays. Et la quantité de territoire possédé, bah, c'est juste la somme des développements des provinces que vous leur avez donné sur la somme complète du développement de votre pays. En général, ils vont vouloir un pourcentage de ce développement. En l'occurrence, ils veulent, je crois, 15% en France actuellement. Encore une fois, on verra ça en détail sur un tutoriel sur ces ordres. Ces ordres, ils appellent ça, et moi j'appelle ça les états généraux. Finalement, il y a un petit résumé de la valeur de la province, le nombre de bâtiments possibles. Alors je ne sais pas pourquoi, ici dans ces 4, donc effectivement on peut en faire 4. Le bonus que ça donne au nombre de bateaux qu'on a le droit de construire, donc cette province n'est pas une province maritime, donc elle nous donne aucun bateau. Le Languedoc nous donnerait par exemple 1,95 bateaux. Donc 2,1 à cause du développement, moins 7% à cause de l'autonomie. Encore une fois, ça donne, ça montre que l'effet de l'autonomie sur la province, sur ces gains que ça vous apporte. Moins 2,1 pour les troupes, encore une fois avec le malus. Et finalement, un modificateur de coût de bâtiment si jamais vous avez des modificateurs provinciaux et nationaux qui changent le coût des bâtiments. Et donc sur ce, ça finit le tutoriel sur les provinces. Comme dit, il reste encore des trucs à expliquer plus précisément dans les différents tutoriaux spécifiques sur les éléments, où on reviendra sur tous les éléments que j'ai sautés rapidement pour les expliquer en détail avec tout le contexte qui va autour sans avoir une vidéo qui dure 3 heures. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine sur mes tutoriaux, sur mes parties et en général sur ma chaîne. Salut!